Bonsoir à tous, bienvenue à 100% Foot, vous êtes sur Equinox Télévision, Coupe d'Afrique des Nations 2021 qu'il organisera finalement. Ahmad a annoncé publiquement que c'est le Cameroun qui sera pays organisateur de cette CAN 2021 qui selon lui aurait été retiré à la Côte d'Ivoire pour être attribué au Cameroun qui lui a perdu l'organisation de la phase finale de la CAN 2019. Mais depuis ces dernières heures, la Fédération ivoirienne de football fait perdre son latin au président de la CAF qui se ravise et annonce dans une autre sortie publique que pour 2021, la CAF ne s'y est pas encore penchée. Elle préfère pour l'instant réfléchir sur l'attribution de la CAN 2019, soit à l'Égypte, soit à l'Afrique du Sud, qui sont officiellement candidates à l'organisation de cette phase finale de la CAN 2019. On en parle sur le plateau de 100% Foot ce soir, tout comme nous parlerons de scènes nommées au titre de Ballon d'Or africain 2018. André Onana, chez les messieurs, est le seul Camerounais qui figure parmi les grands noms du football africain, tels que Pierre-Emerick Aubameyang, le Sénégalais Sadio Mané ou encore l'Égyptien Mohamed Salah. Chez les dames, Gabriela Boudiongene et Fedje Raissa sont les deux Camerounaises qui sont nommées pour le titre de Ballon d'Or 2018. Dynamo de Douala, les démons de la division signent et persistent. Il y a une faction qui a tenu son assemblée générale dimanche dans la capitale économique du Cameroun. À l'issue de ces travaux, Louis Bateki a été porté à la tête de la Dynamo de Douala. Isaac Sinkot, qui est provisoirement président de Dynamo de Douala depuis environ 3 ans, d'Ignette, il affirme que ces travaux se sont déroulés de manière illégale. On en parle également sur le plateau de 100% Foot ce soir et c'est ce mardi que Seydou Bomondio et son équipe vont prendre le pouvoir à la Fédération camerounaise de football. Bonsoir encore à toutes et à tous. Merci d'être sur Equinox Télévision. Joseph Monté, bonsoir. Bonsoir Sylvestre et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Entraîneur de football, et j'imagine que vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt la sortie des clubs camerounais le week-end. Pour New Star de Douala, la Coupe de la Confédération et Coton Sport de Garoua en Ligue des Champions. New Star ramène le point du match nul en Tunisie. Un but partout face à Al-Ali de Tripoli. Match aller de semi-finale de la Coupe de la Confédération et Coton Sport de Garoua dimanche, battu en Égypte 0 but contre 2 par Ismaili. Oui, je fais simplement un constat que New Star est dans une très bonne forme. Et un autre constat que Coton Sport a des matchs allés très difficiles. Et vous vous souvenez lors du match contre l'équipe, je crois, du Burkina Faso, ils avaient perdu, je crois, 3-1. Ils ont pu faire la remontada à Garoua. À Yaoundé, pardon. Donc c'est le constat que je fais. Je ne sais pas si face à un club maghrébin, ce sera possible pour eux de renverser la vapeur. De l'autre côté, avec New Star, je note que New Star est vraiment dans une bonne forme. Et comme quelqu'un disait, là où on n'attend pas les Camerounais, ils sont présents parce que pendant que Coton Sport se plaint du fait qu'il n'y a pas de championnat, ils n'ont pas de rythme, New Star également est dans la même situation, mais paradoxalement, New Star se comporte très bien. Il faut saluer parce que ça va faire très longtemps qu'un club camerounais n'a pas réussi à obtenir un nul face à un club de l'Afrique du Nord, surtout à l'extérieur. Donc pour moi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, pour le moment, New Star est en train de représenter le championnat camerounais avec tout ce que ça comporte. Il faut mettre le championnat dans les jambes. Merci de monter. On en parle dans les développements que nous pourrons faire sur ce plateau ce soir. Sylvain Kwambi, bonsoir. Bonsoir Sylvestre, bonsoir au coach Monté que je retrouve avec beaucoup de plaisir sur votre plateau. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Vous êtes journaliste à Presse Sport, vous étiez à Accra au Ghana le 30 novembre dernier. Vous avez assuré la couverture de la réunion du comité exécutif de la CAF qui avait décidé de retirer l'organisation de la phase finale de la CAN 2019 au Cameroun. Et depuis, on est rendu à plusieurs semaines après. Cette affaire va de rebondissement en rebondissement. Ahmad retire 2019 au Cameroun, retire, selon son annonce, 2021 à la Côte d'Ivoire pour attribuer cette CAN 2021 à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, fâchée, sa fédération va au TAS, traîne la CAF au TAS et Ahmad se ravise, affirme depuis quelques heures que pour 2021, ce n'est pas encore fait. Donc le Cameroun n'est pas certain, malgré qu'il a fait cette annonce d'organiser 2021. 2021 reste attribué à la Côte d'Ivoire pour l'instant. Ahmad affirme que son équipe et lui réfléchissent pour l'instant comment est-ce qu'ils vont réattribuer la CAN 2019 soit à l'Afrique du Sud, soit à l'Égypte qui sont officiellement candidates. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour de cette affaire de retrait ou pas de CAN et personne ne prend la peine de rester un tout petit peu objectif. Le retrait de la CAN au Cameroun ne s'est pas dit, cela s'est fait
par une décision du comité exécutif qui a bel et bien siégé à Accra. Selon ce qui est prévu dans le processus, dans le règlement. Il ne me semble pas qu'un autre comité exécutif ait siégé pour retirer la CAN à la Côte d'Ivoire. Ils ont émis une volonté de décaler les différentes CAN. C'est-à-dire, du moment où on a constaté l'impréparation du Cameroun, on a estimé qu'on pouvait leur donner 2 ans supplémentaires pour qu'ils soient prêts en 2021 et la Côte d'Ivoire repoussée aussi en 2023. Sauf que jusqu'ici, il n'y a aucune décision officielle qui retire la CAN 2021 à la CAN 2021 à la Côte d'Ivoire. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que la Côte d'Ivoire a déjà signé son accord 4. Voilà. Contrairement au Cameroun. Et c'est peut-être là où il y a un peu d'ambiguïté dans la compréhension de cette affaire. Donc, la Côte d'Ivoire qui va au TAS, je ne sais pas sur la base de quel élément, peut-être sur la base d'une simple déclaration qui n'est pas officielle. Donc s'il y a un document officiel qui leur retire la CAN 2021, alors là ils ont toutes les raisons. Donc je ne sais pas trop dans quel jeu cette même Côte d'Ivoire aussi veut bel et bien se lancer. Pour l'instant, il n'en est rien. Et Ahmad a bien fait de le réitérer à travers une interview. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'on reste objectif. Il ne faudrait pas qu'on continue à rester emballé dans cette affaire du retrait de la CAN au Cameroun pour... Alors Sylvain Kouambi, on a bien suivi cette interview télévisée et du président de la CAF et de son deuxième vice-président Constant Omari Selami. Ahmad, lors de cette interview télévisée, ne tergiversait pas, il était clair, même si ce n'est pas à lui que revient de prendre cette décision, c'est à tout le comité exécutif de la Confédération africaine de football, mais qui peut le plus, peut le moins, c'est lui le président de la CAF, et quand il fait une sortie, on peut bien penser que son comité exécutif l'accompagne là-dedans, et la Côte d'Ivoire peut-être en avant-gardiste préfère aller au TAS avec cette Confédération africaine de football, plus qu'Ahmad l'a dit, hein, et Constant Omari Selami, son deuxième vice-président, l'a réitéré, la CAF, selon ces deux personnalités de cette instance officielle de football africain, persiste. La CAN 2021 sera organisée par le Cameroun et 2023 par la Côte d'Ivoire. Non, moi je ne me laisse pas emballer par des jeux de déclaration. Je reste objectif sur un certain nombre de faits. Je prends un exemple pour le cas du retrait de la CAN au Cameroun. Vous vous souvenez que Ahmad avait bien annoncé, avant que même une CAN à je crois 4 équipes, le Cameroun n'était pas prêt. Mais sauf qu'il n'avait pas dit à ce moment que la CAN était retirée au Cameroun. C'est dit, c'était une déclaration. Et vous avez vu tout ce que ça avait créé au sein de l'opinion, les contre-réactions qui étaient sorties, mais sauf qu'il n'y avait aucune décision officielle qui retirait la CAN. Et la finalité, c'est le 30 novembre. Oui, la finalité, c'est qu'après plusieurs missions d'inspection, comme c'est le cas, comme c'est la procédure, le constat a été fait, la CAN finalement a été retirée. Donc c'est pourquoi il dit pour le cas de la Côte d'Ivoire, on reste dans les déclarations et les gens s'emballent, les gens perdent beaucoup d'énergie à beaucoup plus bavarder qu'à se concentrer à faire ce qu'il faut faire. Et ça a été le cas du Cameroun. Donc j'invite, à mon humble avis, la Côte d'Ivoire a beaucoup plus travaillé que de se lancer dans des jeux qui, à la fin, lorsque vous aurez beaucoup plus bataillé que travaillé, on viendra finalement constater avec beaucoup d'amertume que vous n'êtes pas prêt en 2021 et résultat de course, on vous retirera cette CAN. Donc il faut beaucoup plus travailler que de batailler. Ça a été le cas pour nous malheureusement. On a beaucoup plus bataillé que travailler sur le terrain et le constat a été très amer. Et je puis vous dire que c'était avec beaucoup de peine qu'on a accueilli cette nouvelle, nous qui étiez sur place à Accra, Ghana. Et voici le communiqué de la Fédération ivoirienne de football, dans lequel le président de cette fédération annonce clairement que la FIF a décidé de traîner la CAF au TAS, la Fédération ivoirienne de football. Je vous ai monté qui s'indigne d'apprendre par la voix du président de la Confédération africaine de football, qui selon la Fédération ivoirienne de football a pris ses décisions de sa position de président de la CAF sans toute concertation préalable avec la Fédération ivoirienne de football. Les autorités ivoiriennes l'ont appris comme beaucoup à la télévision ou sur des réseaux sociaux. Et depuis lors, vous comprenez cette attitude de la Fédération ivoirienne de football. Comprenez-vous qu'elle ait décidé de traîner la CAF au TAS? Oui, contrairement à Sylvain, moi je suis totalement d'accord avec l'attitude de la Côte d'Ivoire, parce que... Pourquoi? Parce qu'avec Ahmad, on ne sait jamais? Non, Ahmad n'est pas cohérent. Même si le retrait de la CAN au Cameroun a permis aux Camerounais de constater beaucoup de vérités qui se disaient déjà. Sylvain le disait, moi aussi je le disais, plusieurs d'autres personnes le disaient, qu'on pourrait ne pas être prêt. Et on nous a taxé de tous les noms. Mais malgré que on a perdu cette CAN-là, on a pu peut-être faire tomber les masques.
Mais Amad, depuis, pour moi, un certain temps, n'est pas très cohérent. Et je trouve tout à fait légitime pour la Côte d'Ivoire, en tant que membre de la CAF, que si jamais ils sentent que leurs droits sont bafoués, qu'ils aillent se plaindre ou ils devraient se plaindre. On ne peut pas comprendre que Amad dit que ce n'est pas lui qui décide, mais à tout moment, il fait des sorties et il se contredit 2 ou 3 semaines après. Ce n'est pas compréhensible. On a signé un accord cadre avec un pays. Sur quelle base la CAF aujourd'hui peut dire qu'ils ont signé l'accord cadre? Amad a dit lors de cette même interview télé qu'il y a eu des missions d'inspection sur la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, selon lui, ne sera pas prête. Il faut vraiment rappeler sur ce plateau que c'est le 19 octobre dernier que la Côte d'Ivoire a officiellement lancé ses chantiers. Ça veut dire également qu'il y a une grosse contradiction. Parce que quand on signe un accord cadre, c'est parce qu'on est convaincu que tout est réuni pour que ce pays organise la compétition. Raison pour laquelle la CAF a décidé de le faire avec le Cameroun. Raison pour laquelle la CAF ne l'a pas fait avec le Cameroun. Même si les accords cadres... Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est le pays qui décide. Parce que le pays se sent convaincu. La CAF, quand elle vous donne l'organisation, elle estime qu'il y a un cahier de charge et que vous devez à votre niveau vous battre pour... comment est-ce que je vais dire ça? Et d'ailleurs, souvenez-vous que lorsqu'Anthony Bafoué, le secrétaire général adjoint, était avec la mission sécuritaire au Cameroun, Pierre Bidon, le ministre des Sports, avait justement sollicité d'Anthony Bafoué qu'il plaide auprès du président de la CAF pour que la CAF consente enfin à signer sa cadre avec le Cameroun. Sylvestre, je ne me laisse pas emballer par les déclarations des uns et des autres. Lorsque vous êtes prêt, vous demandez à signer l'accord cadre. Si vous n'êtes pas prêt, si vous ne signez pas l'accord, le Cameroun l'a demandé, mais ne l'a pas obtenu. Non, le Cameroun n'a jamais demandé à signer. On a demandé officiellement. Il y a eu des lobbying auprès d'Anthony Bafoué pour que la CAF nous donne cet accord cadre parce que c'était une garantie qu'on ne pouvait plus nous la retirer. Alors ce n'était pas possible. Ce qu'a fait Amad, parce que la CAF a constaté que le Cameroun sur le terrain n'était pas prêt. Maintenant, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, s'il faut dire que un pays se sent prêt et demande l'accord cadre, avant de leur donner l'accord cadre, il faudrait également faire une mission sur le terrain et constater que effectivement ce pays a raison de demander qu'on signe cet accord cadre. Au cas contraire, on ne leur donnerait pas cet accord. Peut-être parce que je pense que le danger qui se situe lorsque vous signez l'accord cadre. Aujourd'hui, par exemple, les Comores qui sont en train de traîner la CAF au TAS parce qu'il fallait appliquer le règlement. Appliquer le règlement. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que pour que ce règlement s'applique dans son entièreté, il faudrait que vous ayez signé l'accord cadre. Si vous n'avez pas signé l'accord cadre et que la CAF vous retire, alors il y a une mesure de sanction qui s'applique, sauf vous disqualifier. C'est le danger qu'il y a lorsque vous signez l'accord cadre. Même ces mesures de sanction qui devraient s'appliquer, la CAF a dit qu'elle passerait. Oui, après c'est une décision. Ne faites pas que ce sont les hommes qui font les lois. On veut les textes même en vigueur à la Confédération. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes dans votre réunion au quartier, quand vous avez décidé que tel n'est pas sanctionné, même s'il y a des règles, c'est vous le comité, c'est vous l'assemblée. Et si l'un des membres de la Réunion, comme les Comores, sont membres, une association membre de la CAF, les Comores sont donc en droit, la Fédération des Comores de football est donc en droit de faire constater l'association qu'est la CAF que on ne le l'a pas refusé. Mais il y a des arguments qui vont faire valoir en faveur du Cameroun. Restons sur la plainte de la Fédération ivoirienne de football auprès du TAS. Trouvez-vous que ce que Amad a fait est inélégant? Amad et son deuxième vice-président Constant Marie Selami, la Fédération ivoirienne de football s'indigne surtout que Amad ait fait une sortie publique sans concertation préalable avec la Fédération. J'ai lu également dans les réseaux sociaux que la CAF était en pourparlers avec les autorités ivoiriennes, ce qui n'était pas vrai. Puisqu'il y a eu la réaction du ministre des Sports. Bien sûr, ils disaient comme quoi ils ont discuté, ils en ont parlé avec le président Ouattara. Et le ministre a fait une sortie pour dire que ce n'est pas vrai. Alors moi je pense que la CAF ne se limite pas à Constant Omari et à Amad. S'il y a le conseil... comité exécutif. Le comité exécutif, qui doit décider, mais qu'il laisse la latitude au comité exécutif de décider le moment opportun, pas à tout moment faire des sorties à gauche, faire des sorties à droite. Amad nous a promis la CAN 2021, c'est pas possible. Aujourd'hui, il veut retirer à la Côte d'Ivoire qui avait déjà signé un accord cadre. Et le Cameroun a vite fait de reconnaître, oui, effectivement, nous n'étions pas prêts, il y a eu une sortie des autorités camerounaises pour reconnaître que oui, Amad a eu raison de nous retirer la CAN et nous sommes prêts à collaborer avec la CAF pour l'organisation de la Coupe d'Afrique 2021. Non, il ne faut pas que Amad
nous met un peu en bateau. Moi, je m'interroge, hein, Sylvain, pour sortir de cette histoire, est-ce que nous ne sommes pas là en face d'un groupe de personnes incompétentes installées à la CAF? Parce que sincèrement, je comprends pas aujourd'hui. Mais il faut faire son bilan. En 2021 déjà, on n'est pas sûr qu'Amad sera là. Il a un mandat de 4 ans. Je pense qu'Amad a déjà fait 3 ans. Ça veut dire que en 2020, son mandat est terminé. C'est au lendemain de la CAN. C'est même pas sûr qu'il va faire 2021. Ça, il faut déjà le dire. Moi, on peut déjà aujourd'hui essayer d'apprécier, faire le bilan d'Amad. Il n'est pas cohérent. Un responsable comme lui, il a rang de chef d'État, comme on dit. Il ne devrait pas sortir à tout moment. Je crois qu'il y a quand même une cellule de communication au sein de la CAF qui devrait faire des sorties de temps à autre. Quand le comité exécutif a une décision à prendre, que Amad laisse le comité exécutif prendre la décision au moment opportun. Ce n'est pas lui qui doit parler en lieu et place du comité exécutif. Et revoyons ces images qui hantent beaucoup de Camerounais depuis le 30 novembre, la réunion du comité exécutif de la CAF, c'était à Accra, au Ghana. Sylvain Kwambi, vous y étiez là, c'est la conférence de presse au cours de laquelle Amad annonce que le comité exécutif a décidé de retirer l'organisation de la phase finale de la CAN 2019 au Cameroun. Et des jours après, Amad, sur un plateau de télévision, annonce que certes la CAN 2019 a été retirée au Cameroun, mais que la CAN n'a pas été retirée au Cameroun, mais elle a été différée. L'organisation a été différée à 2021. Est-ce qu'Amad n'avait pas fait cette annonce pour calmer un peu la colère des Camerounais? Je pose la question parce que avec sa dernière sortie sur le cas de après la plainte de la Côte d'Ivoire au TAS, où il fait savoir que non, pour l'instant la CAF ne table que sur le cas 2019, en cherchant à qui attribuer l'organisation entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, officiellement candidate. C'est pourquoi je vous dis, moi je ne me laisse pas emballer par les jeux de mots. Je reste objectif sur les faits. Et au sorti de ce comité exécutif, j'ai encore une bande sonore où Amad est suffisamment clair dans ce qu'il dit. Après tout ce qui est dit, tout ce qui est raconté, toutes les déclarations. Partagez avec nous ce qui est que dit-il dans cette bande, il est clair. Au-delà de ce qu'il y a des lois, il y a quand même qu'il faut accompagner les pays africains. Et si on veut rester sur le standard de la CAN tel que son comité exécutif et lui pense actuellement, il n'y a pas beaucoup de pays qui devraient l'organiser. Qui pourraient. Voilà, qui peuvent, je pourrais passer pour rien n'exclut une organisation à deux. Hein. Voilà. Organiser une CAN à 24, c'est pas évident. Alors, ils peuvent réfléchir. Voilà. Une organisation à deux. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il faut respecter également les investissements qui sont faits par des États qui manifestent leur volonté à organiser les CAN. Et c'est pour ça qu'ils sont dans des négociations pour voir comment reporter. Parce qu'ils estiment que même la Côte d'Ivoire pourrait ne pas être prête en 2021 au regard du cahier de charges et au regard de l'état d'avancement des travaux. Parce que quand on dit 2021, on pense que nous avait donné la CAN en 2014, on a cru que c'était et après, on s'est retrouvé face à cette peut-être 2021, c'est demain, mais 2023, c'est quand même dans un certain nombre d'années. Pourquoi annoncer aussi déjà que 2023 est retiré à la Guinée-Conakry pour être réattribué à la Côte d'Ivoire? Et dans les prochains jours d'ailleurs, avant la fin de cette semaine, d'après les informations que nous avons des confrères dans la presse guinéenne, la Fédération guinéenne de football devrait également très prochainement faire une sortie pour condamner cette attitude du président de la CAF. Amad a dit quelque chose et beaucoup sont passés dessus. C'est-à-dire on retient ce qu'on veut retenir, mais on ne s'appesantit pas sur l'essentiel. Il a dit la seule erreur de la CAF, c'est d'avoir attribué ces CAN. À qui? Je dis toutes ces CAN. Il dit c'est la seule erreur de la CAF. Et le sous-entendu dans cette affaire, c'est que je pense que si on veut rouvrir les dossiers d'attribution de ces différentes CAN, je suis sûr que ça va créer un gros grabuge. Ça va créer un gros grabuge et on sait un peu ce que le FIFA Gate avait engendré. L'erreur de la CAF n'est-elle pas d'avoir modifié le cahier des charges alors qu'elle avait déjà attribué l'administration est continue. Avant qu'Amad n'arrive, il y a des CAN, c'est le comité exécutif de la CAF. Ce n'est pas un individu qui avait attribué l'organisation des CAN 2019, 2021 et 2023. Ça avait déjà été fait avec un cahier de charges précis. Amad est arrivé, il a modifié les règles du jeu au cours du match. Tout à l'heure, vous veniez de dire... N'est-ce pas l'erreur de la CAF? Non, tout à l'heure, vous venez de faire appliquer le nouveau cahier de charges. Amad n'a que 4 ans. On n'est pas sûr qu'il sera là après. Oui. Amad a battu campagne. Oui. Et sur la base de sa campagne, il a fait des promesses. Oui. Et
son programme est clair. Donc quand il arrive, il n'a que 4 ans, il a envie de respecter. Il a envie de respecter un peu ses promesses. Et c'est pour ça que, lorsqu'il arrive tout de suite, sa promesse de campagne, c'était de faire passer la CAN à 24. Mais pourquoi trouve-t-il donc aujourd'hui que c'est une erreur que d'avoir attribué la CAN 2019 au Cameroun, 2021 la Côte d'Ivoire, 2023 la Guinée-Conakry, alors que lui-même, membre du comité exécutif à l'époque, avait voté en faveur de l'attribution de ces CAN à ces pays? Oui, mais il n'était pas encore président de la CAF. Mais à ce moment, il n'avait pas compris que c'était une erreur. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire? C'était un vote à la majorité. Je pense que c'était pas lui seul. Je pense que Amad reste très vite en conjecture et il risque de jouer contre lui-même. Des problèmes de communication avec ce président de la CAF. Il pourra jouer contre lui-même, mais je dis la pression qu'il met aux États. Autre chose qu'il met aux États, c'est une très bonne pression. Non, c'est pas une bonne pression. Parce que s'il ne l'avait pas fait, pour le cas du Cameroun par exemple, je dis soyons objectifs. Arrêtons de se focaliser. À quoi servait cette pression? Cette pression a permis de comprendre que les États africains refusent de se mettre au pas. Je vous prends un exemple. Sylvain Zanga, vous avez couvert plusieurs Coupes du Monde, vous avez couvert plusieurs compétitions sur le plan international. Il n'y a pas 10 pays qui organisent la Coupe du Monde. Et ça ne dérange pas les gens. Il n'y a pas 20 pays qui organisent, 5 pays pratiquement qui organisent les Jeux Olympiques. Ça ne dérange pas. Il y a un cahier de charges. Vous voulez organiser, mettez-vous au pas. Sylvestre. Voilà nos travaux qui ont traîné parce qu'on a refusé de se mettre au pas. On a plus pensé à faire autre chose de l'argent que de véritablement... Le cahier de charge doit être reconnu avant. Maintenant, soyons honnêtes. Soyons un peu honnêtes envers nous-mêmes, Sylvestre Zangao. Vous étiez là lorsqu'on nous a attribué la CAN 2014. On avait tous reçu ici M. Tombiaroko qui avait défendu ce projet en compagnie du professeur Joseph Ouona. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit que vous demandez 4 stades, non, on vous en donne, je crois que c'était 8 stades. Lorsqu'on a modifié le cahier de charges, donnez-moi la seule infrastructure qui a augmenté dans notre cahier de charges à nous-mêmes qu'on avait prévu lorsqu'on défendait le projet. Après, ne faisons pas comme si la modification de trucs avait tout bouleversé. Non. Lorsqu'on défendait ce projet, on avait montré qu'on est même prêt à organiser une CAN au-delà de 16 équipes. C'est ce qui avait été dit par M. Tombiaroko et le professeur Joseph Ouona. Ce jour, c'était ici, dans un hôtel de la place. Vous étiez là, voilà. Mais donc, lorsqu'on modifie, personne ne m'a jamais montré 1 kilomètre de route de plus ou un stade de plus qui a augmenté du moment où le cahier de charges a modifié. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut dire au moins que le Cameroun avait été avant-gardiste. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Que ces infrastructures qui avaient permis de défendre le projet du Cameroun ne soient pas prêts à date. C'est la bonne question qu'il faut se poser. Arrêtons de regarder toujours le côté Amad a dit ceci, Amad a fait ceci, on nous a retiré la CAN, mais regardons nous-mêmes. On avait défendu ce projet comme si on était déjà prêt à accueillir la CAN à 24. C'est pour ça que lorsqu'on modifie le cahier de charges, le Cameroun, la partie camerounaise qui avait la possibilité d'attaquer, n'attaque pas. Et lorsque un monsieur comme Abdourahmane s'est levé pour vouloir le faire, il y a eu un communiqué tant de la FECAFOOT et du gouvernement qui a dit c'est une action qui n'engage pas le gouvernement. Ils ont frappé du poing sur la table. Voilà, donc nous sommes prêts à organiser à 24 simplement parce que le projet qu'on avait défendu nous le permettait. Messieurs, restons sur 2019, retiré au Cameroun. Depuis que la CAF a ouvert les candidatures, ça ne se bouscule pas beaucoup officiellement, selon ce qu'elle-même a annoncé, la Confédération africaine de football. Il n'y a que la Fédération égyptienne de football et la Fédération sud-africaine de football qui ont finalement déposé leur dossier de candidature. Oui. Ça ne se bouscule pas beaucoup. Est-ce à cause de la lourdeur du cahier de charges que beaucoup hésitent? Il y a la lourdeur du cahier de charges, effectivement, parce que le nombre de pays a augmenté. Moi, je voulais dire à Sylvestre que Amad a voulu, lors de son mandat de 4 ans, organiser la CAN avec un bon nombre de clubs, augmenter le nombre de clubs. Sauf qu'il a voulu, le pays, il a voulu suivre un peu l'ordre mondial. Parce que dans la campagne d'Infantino, il y a un projet d'organiser la Coupe du Monde, je crois, à 48. Mais ils ont mis ça après 2 éditions. Les nations ont le temps de se préparer. Mais là, il a remis ça sur la table. Au Qatar est d'ailleurs en train de faire une levée de bouclier parce que Infantino voudrait, si le nombre de pays participant à la phase finale de la Coupe du Monde dès 2022 au Qatar. Ici, le Qatar a estimé que le cahier de charge était lourd. Ça pourrait être une édition modifiée. Organisée. Mais voilà une possibilité. Quel que soit le nombre, il est prêt à accueillir. Je souhaiterais que Amad réfléchisse dans ce sens. Au lieu de commencer à retirer en cascade ou de déférer comme il est en train de faire,
qu'ils pensent à une co-organisation de cette CAN. Parce que beaucoup de gens ne se bousculent pas aujourd'hui pour organiser la CAN. Pourquoi? Si vous regardez les deux nations, l'Égypte et l'Afrique du Sud, c'est deux nations fortes. Les mieux lotis en matière d'infrastructure. Les mieux lotis en matière d'infrastructure. C'est pourquoi les autres se taisent carrément, parce que les délais et tout ça, vous ne pouvez pas aujourd'hui croire que si l'Afrique du Sud accepte, elle aura encore beaucoup à faire, ou bien l'Égypte aura encore beaucoup à faire en matière d'infrastructure. Donc Hamad aurait pensé, en augmentant les pays, penser à une co-organisation. Le Cameroun peut organiser cette CAN, peut-être avec le Nigeria, peut-être avec le Tchad, peut-être avec le Gabon. On ne sait pas. Donc aujourd'hui, il est en train de penser que déférer, c'est forcément la solution. Non, ce n'est pas la solution. On a l'Afrique du Sud, on a l'Égypte. J'espère qu'un des pays va prendre, et sur le plan infrastructurel, il n'y a pas à s'inquiéter. Moi, je suis convaincu que ça sera une CAN qui va bien se passer. Le Maroc soupçonné a dit qu'il non, c'est stratégique. C'est stratégique. Moi, je pense que le Maroc est le pays qui a le plus mis la pression dans cette affaire. Et aujourd'hui, pour ne pas s'attirer les foudres des autres pays et autres, le Maroc, très intelligemment, parce que je suis convaincu qu'il y a une solidarité des pays de l'Afrique du Nord. Vous allez constater que quand le Maroc se retire, un autre pays de l'Afrique du Nord se positionne. Ce n'est pas un hasard. Et vous avez vu un peu la stratégie diplomatique de Mohamed VI, qui est en train d'aller de continent en continent. Donc moi, je pense que il voulait obtenir une grande compétition, mais ne voulant pas s'attirer le foudre des différentes diplomaties, il a essayé de faire un peu profil bas, mais je suis convaincu que ce que le Maroc a fait, ce n'est que essentiellement sur le plan stratégique pour ne pas s'attirer les foudres des autres pays. Dans cette stratégie, l'hypothèse d'une organisation de la CAN par le Maroc n'est pas exclue, parce que c'est vrai, il y a l'Afrique du Sud et l'Égypte, mais n'oubliez pas qu'il peut y avoir, à la dernière minute, comme ça avait été le cas pour ce même Maroc, un désistement, et qu'à la fin, qu'on vienne presque au pied du Maroc, c'est pour dire que rien n'est joué. Une sollicitation de la CAF. Voilà, une sollicitation de la CAF. En ce temps, ça devient une volonté de sauver la face de l'Afrique. Et ça paraîtrait comme si ça avait été quelque chose de savamment monté entre tout ce beau monde-là. C'est pourquoi je dis, oui, le Maroc ne perd pas la face tout en organisant cette CAN. Voilà, c'est pourquoi je dis, et il faut le dire, moi je reste convaincu que le Maroc est le potentiel pays qui pourrait organiser cette CAN. Tu as visité. Non, je dis pour plusieurs raisons. Le Maroc a beaucoup investi dans la préparation de la Coupe du Monde. C'est de gros investissements. C'est des garanties, oui. Il faudrait bien. Et le Maroc est en train de se préparer pour la prochaine Coupe du Monde, la prochaine candidature. Donc, pour ça, le Maroc a besoin d'une preuve, de quelque chose qui démontre aux yeux du monde qu'on est prêt à organiser un événement de grande envergure. Et une CAN à 24, vous savez que c'est presque une mini-Coupe du Monde. Effectivement. Donc, ça pourrait être un bon pari pour un galop d'essai pour le Maroc. Nous restons sur ces candidatures qui, elles, sont officielles. Égypte, Afrique du Sud, deux poids lourds quand même, sur le continent et qui peuvent rivaliser avec les plus grands dans le monde. La balance pencherait. Vous savez que l'Afrique du Sud a déjà organisé une Coupe du Monde. Donc, plusieurs Coupes d'Afrique. Voilà, plusieurs Coupes d'Afrique. Donc, ce ne sera pas... ce n'est qu'un jeu d'enfant pour Et l'Afrique du Sud l'a aussi très souvent organisé ces dernières années. Justement. Que l'Égypte, qui elle ne l'a pas fait quand même depuis un bon moment. Depuis un bon moment, après sa dernière CAN qu'elle a remportée à domicile, elle n'a plus organisé de CAN. Donc, l'Afrique du Sud qui a organisé déjà plusieurs grandes compétitions, Coupe du monde de rugby, Coupe du monde de football, plusieurs Coupes d'Afrique, tout récemment la Coupe d'Afrique féminine. Donc, vous comprenez que l'Afrique du Sud est bien partie pour organiser ce type d'événement. Et en matière de sécurité aussi, il faut dire que l'Égypte, il y a des problèmes de temps en temps avec les attentats, les problèmes des chrétiens coptes au niveau de Alexandrie. Ce n'est pas également évident lorsqu'on sait que il y aura peut-être des pays africains, pays chrétiens qui viendront participer à la compétition là-bas. Il y a beaucoup de remous. Tahrir Square n'est pas toujours sécurisé. On ne peut pas traîner là-bas pour les étrangers. On n'accepte pas que les étrangers traînent là-bas après 18 heures. Donc, question de sécurité, pour moi, l'Égypte est un peu défavorisée. On a vu qu'en Afrique du Sud, ces dernières années, cette montée de xénophobie. Oui, il y a des troubles sociaux avec les mineurs et tout, mais je crois que
avec Ramaphosa, ça s'est un peu maîtrisé parce qu'il y avait trop de tensions. Il y a des victimes plusieurs ressortissants africains. Il y a cette xénophobie, effectivement, mais juste parce que les Sud-Africains estimaient qu'ils n'étaient pas bien payés. Aujourd'hui, le SMIC a été augmenté. Je ne sais pas si c'est déjà en application, mais je crois qu'il y a quand même une petite sécurité sociale chez les Sud-Africains qui faisait que cette peur de l'étranger, cette phobie des étrangers qui venaient leur prendre tous les boulots, parce qu'en fait c'est le problème qu'on a dans tous les pays, hein, les autochtones c'est un peu les fainéants, excusez-moi le terme. Alors quand les étrangers arrivent, ils peuvent faire n'importe quel boulot pour survivre et ils gagnent un peu d'argent à gauche à droite, ils rapatrient chez eux. Et puis les Sud-Africains c'est pas des gros bosseurs, donc il y a ce problème là, mais je crois que si l'État arrive à sécuriser, à rassurer sur le plan économique avec Ramaphosa, ils ont beaucoup plus de chances que l'Égypte par rapport à la question de la sécurité. Et ce sera le 9 janvier prochain à Dakar au Sénégal que le comité exécutif de la CAF, lors d'une de ses réunions extraordinaires, va désigner le pays hôte de la phase finale de la CAN 2019. Dans cette communication, Hamad l'a fait savoir que ce sera entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, selon les dossiers officiels que la CAF a reçu, les dossiers de candidature bien évidemment. Et ce même 9 janvier 2019 sera élu le Ballon d'Or africain 2010. On va voir en image les candidats avec le gardien de but international camerounais de l'Ajax d'Amsterdam et des Lions indomptables du Cameroun, André Onana, seul à ce poste de gardien de but nommé pour le titre de Ballon d'Or africain 2018. Mais attention, la compétition s'annonce très rude pour notre jeune compatriote Sadio Mané, Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah, pour ne citer que cela. Bon, moi, je crois qu'il a déjà le mérite d'être nominé. Au vu des matchs qu'il fait, au vu de ce que nous voyons tous les jours en Champions League et en championnat des Pays-Bas, sincèrement, c'est un enfant qui est en train de nous convaincre tous les jours. On souhaiterait qu'il soit capable de nous réitérer les mêmes performances, peut-être quand il est avec les Lions indomptables, face aux nations plus coriaces. Mais pour moi, même si à l'arrivée, il ne passe pas, il a déjà au moins le mérite d'être nominé. Seul Camerounais, c'est tout à fait normal. Le meilleur joueur camerounais pour moi actuellement, il est blessé. C'est Aboubakar Vincent. Choupo-Moting, il est à Paris Saint-Germain, un match sur 3. C'est pas très évident. Donc les autres sont en Chine. C'est pas très évident. Donc pour moi, je crois que c'est le meilleur Camerounais aujourd'hui qui est, je peux dire, au devant de la scène et qui nous représente valablement. J'ai vu le dernier match contre Bayern de Munich où ils ont fait 3-3. Ce gars a fait un match. Parmi les joueurs providentiels de ce match. Moi, je crois qu'il était peut-être l'homme de ce match. Hein. Il était l'homme du match parce qu'il a fait des arrêts. Ça nous rappelle Thomas Nkono. Donc il a déjà le mérite d'être là, même s'il n'est pas à l'arrivée le premier, mais c'est déjà appréciable. Cette nomination, c'est la conséquence de ses performances avec l'Ajax Amsterdam, surtout parce que chez les Lions indomptables, pour beaucoup, c'est discutable. Hein. Effectivement, mais bon, il faut dire que il va juste se contenter de ce mérite-là d'avoir été nominé. Vous vous souvenez que Aboubakar Vincent, avec tout ce qu'il avait fait sur 2 saisons, on lui a quand même refusé ce ballon d'or. Il n'a même pas fait partie du trio final. En 2017. En 2017. Et on avait évoqué le niveau du championnat, de son championnat. Donc je suppose que ça pourtant, il était champion d'Afrique. Voilà, pourtant il était champion d'Afrique également. Donc qui plus est pour quelqu'un qui n'a pas remporté grand-chose, bien qu'étant très bon gardien, meilleur gardien pratiquement des Pays-Bas. Donc il va juste se contenter de ce mérite-là. C'est vrai qu'il a disputé une malheureuse finale de Ligue Europa. Ligue Europa, ouais. On reste quand même sur ces belles performances-là. Ce sera juste pour le mérite, cette nomination. Ça ne peut que faire plaisir de savoir qu'il y a des Camerounais quand même qui bousculent l'ordre des meilleurs joueurs sur le plan du continent, et du moins des joueurs évoluant en Europe. Donc c'est un plaisir de le savoir, mais ça sera juste pour le mérite, comme le coach l'a si bien dit. Il sera très compliqué pour lui au regard des caïds que je vois là dans cette liste-là. Il sera très difficile pour lui de véritablement se retrouver dans le trio final des nominés. Surtout aussi avec son poste, hein, ce poste de gardien de but. Oui, c'est un poste très compliqué. Pour le ballon d'or européen ou le ballon d'or africain. Voilà, il ne me souvient pas que... je pense que le seul gagnant camerounais à avoir réussi à
a réitéré cet exploit 2 fois, c'est Thomas Nkono. Après, je pense que je ne me souviens plus d'avoir vu un gardien africain remporter un ballon d'or. Je ne me souviens pas, parce que même celui de l'Égypte, malgré toute la carrière qu'il a faite, n'a pas remporté un ballon d'or. Je ne me souviens pas. El Gouari. Voilà. El Adari. Qui a perdu la finale à 2017 contre. Je cherchais dans ma tête si Alain Guamene a eu un ballon d'or, je ne sais pas, Alain Guamene. Justement, finalement, peut-être. Même en Europe, c'est rare. Puisque dans le football, en fait, il y a. C'est beaucoup plus les attaquants qui ravissent. Oui. Il y a les milieux de terrain. Et nous, ça nous fait un peu mal, nous, entraîneurs, de penser que lorsqu'on compose une équipe, bien évidemment, on commence toujours par le gardien, mais seulement lorsqu'il y a les récompenses, on ne commence pas par les gardiens. Alors, je pense que c'est une injustice parce que une équipe de football, c'est un tout, et on ne peut pas composer une équipe sans commencer par un gardien de but. Moi, j'ai défendu bec et ongle lorsqu'on a donné le ballon d'or aux défenseurs. Cannavaro. Beaucoup de personnes pensaient que non, il est rugueux. Mais on pense qu'une équipe de football, ce n'est pas seulement ceux qui claquent les buts, ce n'est pas seulement les artistes. En Angleterre, on applaudit les cadres. C'est l'un des ballons d'or les plus quand vous êtes défenseur et que vous arrivez à museler, oui, vous arrivez à museler. Permettez-moi d'argumenter. Vous arrivez à museler le meilleur joueur d'un tournoi, par exemple, à 2-3 matchs. C'est-à-dire qu'en face, vous savez que vous allez rencontrer, par exemple, en quart de finale, en demi-finale, et ainsi de suite. Et vous arrivez à museler tous les meilleurs adversaires, comme lui, Cannavaro, il le faisait. Et il sort sur un jaillissement, il compte un ballon, il fait une passe qui, à l'arrivée, donne un but. Vous ne pouvez pas penser que dans cette action-là, il était encore défenseur, non? Le défenseur, c'est celui qui est au poste, mais il y a de la polyvalence. Le football est total aujourd'hui. Moi, je pense que, voilà, Modric, qui a eu peut-être sa chance à son époque. Hein? À son époque, Messi était un peu émoussé, Cristiano un peu émoussé. Il a jailli. Pourtant, il y a les grands milieux de terrain qui sont des maîtres du milieu de terrain, comme Xavi et Iniesta, qui n'ont jamais eu de ballon d'or. Mais vous n'allez pas me dire que Modric a un talent au-dessus de Iniesta ou de Xavi. Mais sur la saison, vous avez bien précisé, malheureusement, Iniesta et Xavi ont eu la malchance de se retrouver à une époque où les Samuel et tout étaient là. Revenons en Afrique. Alors, André Onana, peut-être pas sûr d'être élu, mais ce ballon d'or reviendra bien à quelqu'un. Bis repetita pour Mohamed Salah? Non, pas Mohamed Salah. Pas Mohamed Salah pour moi parce que... je pense que Sadio Mané est bien parti pour... Sadio Mané avec Liverpool. Bon, Liverpool, ils sont en tête du championnat. Ils sont en tête du championnat pour, je crois, pour le moment. Salah et Mané étaient en Coupe du Monde. Salah et Mané étaient en Coupe du Monde. Tous sont sortis au premier tour. Aubameyang n'était pas en Coupe du Monde. Il a Arsenal. Arsenal est 6e. Bon. Riyad Mahrez aussi qui est Mahrez qui fait. Ils ont été malheureux finalistes de la Ligue des Champions. Oui, bon, on va. Ouais, mais je pense pour moi. Je pense que malgré un match phénoménal quand même de Sadio Mané. On pourra avoir peut-être Mané et Aubameyang, selon moi, et peut-être, pourquoi pas Onana pour récompenser les efforts. Ce sera très compliqué. Peut-être Onana. Mais Mané, Salah, moi je pense pas. Mané, Salah, je pense pas. Ils sont peut-être. Non, ou Mané, Aubameyang et peut-être André Onana pour. André Onana, carrément. Bien sûr. Mais bien sûr. On voit un gardien de but se retrouver au milieu des grands attaquants. Avec ce qu'il fait. Comment vous pouvez penser que vous regardez un match de football et vous mettez le noir carrément sur les goals? Est-ce que vous avez vu ce match contre le Bayern? En dehors de ça, moi je regarde les matchs d'Ajax tous les week-ends. Avec Ribéry, le même qui je vous en prie. Voilà, donc moi je pense pas que le football pour moi c'est seulement les artistes et autres. Qu'est-ce qu'un artiste? Lui c'est un gardien artiste. Parce que quand vous regardez Higuita par le passé, quand on regardait Joseph-Antoine Bell jouer toujours à l'entrée de sa surface de réparation, c'était presque un libéraux, ou encore Fabien Barthez qui avait un pied gauche parfois plus meilleur que certains joueurs de champ. Donc moi je pense que ceux qui votent ou alors ceux qui choisissent, en dehors des problèmes de sponsoring, des pressions de sponsoring et autres, si c'est objectif pour moi, sincèrement je pense qu'André Onana s'il continue, sauf si les performances ne vont plus compter, mais d'ici là, je pense que ce petit est en nette progression et ça, pour moi, ça peut influencer, pas forcément la deuxième place, pas forcément la première place, mais au moins... Mais c'est déjà une victoire, cette nomination. C'est déjà une victoire, mais il peut au moins avoir une troisième place sur le podium. Parce que si on veut nous dire que c'est seulement le mérite,
Une fois, on n'a pas donné à Drogba, on a donné à Kanouté. Kanouté qui ne méritait pas. On ne sait pas que le mérite. Parce que le sponsor exigeait que le lauréat soit présent. C'est pourquoi je dis, moi je reste sur les faits. Et les faits nous ont montré, par exemple, qu'Aboubacar Vincent, au-delà de la grosse saison qu'il avait fait, n'a pas été choisi. Même pas dans le trio. Même pas dans le Donc, trio. quand je vois ce que Aboubacar Vincent a fait, il ne s'est pas rapproché du trio. J'imagine loin, Onana, au-delà du grand talent qu'il a, au-delà des belles performances qu'il fait, lorsqu'on va commencer à évoquer les quotas, les cotations des championnats, ça va commencer à peser lourd, malheureusement. Vous pensez que le championnat lequel évolue l'Ajax on nous a fait le Pays-Bas, c'est justement ça, c'est la même raison qu'on nous avait présenté pour le cas Aboubacar Vincent. On avait dit que lorsque vous marquez un but dans son championnat, c'est 1,5, pendant que Mané, quand il marque un but, c'est 3. Donc, vous comprenez que lorsque les quotas vont commencer à intervenir, ça va devenir très compliqué. André Onana, seul lion indomptable nommé, mais chez les Lions, elles sont 2. Gabriel Aboudi Ongene Fedje Raïssa. Le mérite aussi, c'est la constance déjà pour ces 2 qui étaient déjà parmi les nommés en 2017. À ce niveau également, une autre grosse injustice. On ne comprend pas comment est-ce qu'on ne retrouve pas une shoot à Diarra dans les nominés. Donc, c'est pourquoi je dis après, on se pose souvent la question de comment est-ce que finalement on en arrive. Et vous savez par exemple que les mêmes Comores, pour le cas du Ballon d'Or par exemple, ont recusé le journaliste supposé comorien qui a voté pour le compte du Comore. Donc, lorsqu'on a ce type de révélation, on se pose bien la question de savoir finalement comment est-ce qu'on arrive souvent soit à sortir les nominés, soit même à nous sortir les trios finaux. Donc, c'est vrai pour Fedje Raïssa, lorsque vous regardez la CAN qu'elle a fait, très grosse CAN, de même pour Aboudi Ongene, très grosse CAN. Sur le plan du championnat, je pense qu'Aboudi, nous on est en Russie, c'est l'une des jeux sur qui pratiquement son coach, je peux vous l'avouer aujourd'hui, on est arrivé dans son club. Et c'est un peu comme on dit souvent au quartier, lorsque le coach veut faire le classement, c'est Aboudi et après les autres. Donc, vous comprenez que lorsqu'une joueuse comme ça excelle sur le plan international, c'est normal qu'elle soit dans ce trio. Même si elle n'a pas remporté la CAN, 3e seulement, le Cameroun, les Lions. Oui, mais c'est vrai que Aboubacar Vincent a remporté la CAN, mais il n'a pas été dans le trio. Donc, on nous a démontré que la CAN... Vous croyez qu'Aboudi Ongene ou Fedje Raïssa ont leur chance cette année devant... Ouchoala, Sissa, Lamina on a tous vu la CAN. Ouchoala ne fait pas un bon championnat, encore qu'elle est en Chine. Non, elle ne fait pas un très bon championnat. Maintenant, la CAN, on a vu, elle était pratiquement en demi-teinte. Elle était en demi-teinte. Donc, c'est même une surprise qu'elle se retrouve là. Peut-être parce que quand même, ça reste une joueuse. Ouchoala, pour moi, c'est tonifié peut-être un peu plus. Et à un moment donné, j'ai trouvé son jeu un peu trop rugueux. Et elle allait trop dans les chocs, elle provoquait beaucoup de contacts physiques et tout. Mais au niveau de la qualité, la finesse, non, moi je pense qu'Aboudi Ongene, pour moi, a été plus percutante. Malheureusement, elle se blesse. Et sa blessure, moi, ne m'a pas plu parce que il faudrait que peut-être elle ait un entourage en dehors de ses entraîneurs en club à l'équipe nationale qui travaille avec elle, disséquer ses matchs, regarder. Parce que par moment, elle insiste là où elle pouvait temporiser un peu et faire autrement. Puisque son registre est un peu connu. Quand elle a de l'espace, on sait qu'elle va foncer. Elle aime les chocs. Voilà, et puis elle ne sait pas s'arrêter. Pourtant, Aboudi, très souvent, elle a joué avec les garçons. Et les garçons, la différence, c'est que les garçons savent s'arrêter. Et chez les filles, quand vous jouez déjà un peu comme un garçon, vous êtes exceptionnel. Ça, c'est un peu ça. Aujourd'hui, Fedje, elle peut être nominée, c'est parce que beaucoup trouvent en elle des aptitudes de garçon. Pourtant, c'est une fille. Les garçons, eux, la différence avec le football féminin, c'est que lorsque 2 hommes viennent à un choc, intelligemment, ils savent que à l'arrivée, si on ne s'arrête pas, ça peut être catastrophique. Mais les femmes, elles n'ont pas ça. Aboudi, pour moi, elle est plus raffinée, plus intelligente. Elle a côtoyé quand même des situations assez importantes qui font qu'elle devrait apprendre par moment. Parce que sa blessure, pour moi, nous a beaucoup pénalisé. Elle ne serait pas sortie. Peut-être on aurait pu faire quelque chose. Je croyais toujours en elle. Mais elle doit savoir par moment varier, par moment temporiser, combiner un peu pour faire la dissuasion. Mais au-delà de ça, Joseph Borté, elle a eu une belle année. Gabi, pensez-vous que, enfin... Ouais, moi, je venu pour elle. On ne peut pas citer 3 joueuses ou 5 joueuses africaines
sans citer Aboudi Ongene. Moi, je crois que ça peut passer. Si on ne va pas seulement regarder les titres individuels ou bien les titres collectifs, mais moi, je pense que si peut-être, comme ça se passe en fonction des lobbying, un lobbying est fort, il est bien constitué, moi, je pense qu'Aboudi peut avoir sa chance et prendre ce titre. Ça, il n'y a pas lieu d'en douter. On va marquer une courte pause et juste derrière, nous parlerons des Coupes africaines interclubs. À tout de suite. Jean sur le ballon, passe à la vite, lui présent en métal. Jean passe sur la prochaine l'arbitre siffle et fait faute. L'arbitre remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3, un petit rebond. Plutôt Lionel avec 40 minutes. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. 16e de finale aller de la Ligue des Champions. Coton Sport de Garo en déplacement en Égypte a été battu dimanche 0 but contre 2 par Ismaïla Local. On va voir les images de ce match avec un stade de Ismaïli surchauffé. Les supporters qui ont donné de la voix du début jusqu'à la fin de la rencontre pour porter leur équipe à la victoire. Le match retour s'annonce difficile pour les cotonculteurs qui vont recevoir dans quelques jours autour du 22 ou du 23 décembre prochain au stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Cette équipe égyptienne, Sylvain Kwambi, Coton Sport difficilement à négocier son match en Égypte dimanche face à cette équipe de Ismaïli. Pourtant, les cotonculteurs ont affiché la détermination depuis qu'ils sont revenus à la Coupe africaine interclub d'aller en phase de poule. C'est une phase à laquelle ils sont d'ailleurs habitués, les cotonculteurs. Effectivement, mais comme le coach l'a si bien dit, il est très rare pour les équipes camerounaises de battre ou alors d'arracher ne serait-ce qu'un match nul face aux équipes de l'Afrique du Nord. C'est très difficile, mais je ne doute pas de la capacité de Coton Sport à surmonter cette pente, parce que je me souviens quand même, je crois que c'était lors de la finale de la Coupe de la CAF, la dernière finale, malheureuse, perdue à Garoua. Pourtant, le Coton avait en 2009 face à Al-Ali. Pourtant, Coton avait pratiquement fait l'essentiel, mais pour un seul but, erreur de concentration, ils ont pris le but qu'il ne fallait pas et ça les a. Pourtant, ils avaient réussi leur remontada. Donc, je pense que Coton a la possibilité de faire plier les chines à cette équipe ici à Yaoundé. Il faudra simplement qu'ils essayent de mieux se concentrer. Et pour les quelques séquences de ce match que j'ai vu, on s'est rendu bien compte que c'est pratiquement les petites erreurs d'inattention qu'ils ont affichées face à l'équipe burkinabé. Et c'est justement sur ces petits détails-là que finalement ils ont encaissé. Pourtant, dans le match, dans son ensemble, ils ont tenu le bon bout. Donc ça veut dire que s'ils règlent ces problèmes de concentration, s'ils restent un peu plus efficaces, parce que il faut dire aussi que le Coton Sport un peu manqué d'efficacité. Vous savez que quand le grand Daouda Camilo n'est peut-être pas dans ses grands jours, c'est un peu compliqué. C'est le principal artificier de cette équipe. Donc j'ose croire qu'ils ont pris la mesure de la chose et qu'à Yaoundé, dans une semaine, ils vont réussir à nous réitérer l'exploit qu'ils ont déjà fait face au Burkinabé. Mais ce sera une tâche assez difficile quand même. 2 buts à remonter pour Coton Sport de Garoua, c'est faisable? C'est faisable, mais ça va être très difficile. Très difficile dans la mesure où Ismaïli, c'est une équipe maghrébine. Et vous savez bien que lorsque ces équipes ont des avances, elles savent bien pourrir le match. Vous savez, vous connaissez cette stratégie-là. Ça va être très très pénible parce que... stratégie du poulet qui tombe tout voilà, le temps. Et c'est des joueurs rusés, c'est des joueurs malins qui savent jouer sur la psychologie, savent jouer avec les nerfs des officiels, avec les nerfs des adversaires et autres. Donc, il va falloir faire un très très gros travail psychologique. C'est que Coton Sport a peut-être raté à l'aller. Il va falloir le faire ici double fois. Parce que nos équipes qui vont chez les Maghrébins sont parfois éblouies. Parce que quand vous regardez un peu les buts que les joueurs, que le Coton prend, c'est les petites erreurs de concentration. La différence, le détail se fait au niveau de la concentration. Ils ont des joueurs plus concentrés parce que c'est plus calme, c'est plus posé. C'est des joueurs bien rémunérés qui sont sereins et confiants. Quand nos joueurs arrivent là-bas, aussitôt ils voient quelque chose qu'ils ne sont pas habitués à voir ici, ils peuvent garder l'attention dessus pendant très longtemps. Et ça court même jusqu'au match. Vous mettez les bases tactiques et tout pour une petite erreur et puis le danger est là. Alors la différence c'est à ce niveau-là. Mais sur le plan technique, on arrive quand même à donner du répondant. Mais si Coton Sport travaille psychologiquement et que le public sorte pour aller pousser, parce que cette équipe d'Ismaïli, moi j'ai discuté avec un des joueurs de Coton, juste pour l'encourager, lui dire que c'est possible, c'est faisable. Il y a 2 grandes équipes en Égypte, le Zamalek, Al-Ali et le Zamalek.
Ismaili, c'est la 3e équipe qui, de temps en temps, peut, après 10 ans ou 15 ans, venir les séparer par moment. Si Al-Ali ne gagne pas, Zamalek ne gagne pas, Ismaili peut gagner. Donc, c'est une équipe pour moi qui... Ismaili sont d'ailleurs 5e. Voilà, donc c'est une équipe qui est toujours... qui ici, pour nous, je peux comparer à quelle équipe au Cameroun, peut-être comme Unisport de Bafang, qu'il m'excuse un peu. Donc, ce n'est pas une équipe qui joue top les premiers rôles là-bas. Mais ils sont quand même de temps en temps... La constance. Oui, un peu ça. Donc, que les joueurs du Coton se préparent bien psychologiquement, qu'ils sachent que ces gars vont jouer avec leur nerf. Et que les alors ça va se jouer justement sur le mental. Effectivement, un match de football ne se joue pas que sur le plan technico-tactique. Il y a le mental, parce qu'il faut savoir que ils viendront peut-être fermer le jeu et procéder par contre-attaque. Qu'on fasse très attention, parce que le danger serait qu'on attaque bêtement et qu'on prenne un but. Et si déjà au match contre les Burkinabés, vous savez que ça a fini à 3-1, ça veut dire que cette équipe a réussi quand même à marquer un but ici. Pourtant, je crois à 3-0 ou même à 2-0, Coton Sport était qualifié. Donc, il a fallu que Coton Sport cravache dur pour marquer le 3e but afin qu'ils aillent au tir au but et Coton Sport s'est qualifié sur le fil. Donc avec les Maghrébins, il va falloir monter un peu en puissance par rapport à leur dernier match. Par contre, Sylvain Kwambi, vous reviendrez sur Coton si vous voulez, mais on va parler de New Star de Douala qui ramène un point de Tunis, un but partout, le score du match aller des 6e de finale de la Coupe de la Confédération face à Ali de Tripoli. Non, il faut toujours dire que la bonne chose, c'est que contrairement à Coton, ils ont pu mettre un but à l'extérieur et vous savez souvent combien un but à l'extérieur est précieux pour les matchs retour. Parce qu'imaginez le scénario 0 but partout. Au retour, New Star est qualifié. Donc peut-être Coton aurait dû aussi mettre un but. Mais pour revenir en quelques minutes, en quelques secondes sur le cas de Coton, beaucoup de gens n'ont pas regardé en profondeur cette vidéo. Et c'est aussi ce qui peut justifier cette défaite. Parce que nous, n'étant pas habitués à jouer en nocturne, qu'est-ce qui se fait souvent chez les Maghrébins? Et quand vous regardez bien en détail cette vidéo, vous allez vous rendre compte que le stade n'est pas éclairé de la même manière. Le côté où Coton attaque est plus éclairé que le Coton, vous voyez un peu. Donc du coup, il y a ces petits détails là qu'on simplifie. Ouais, mais le match ne se joue pas 90 minutes chacun. Et puis les officiels de match de la CAF qui vérifient tout ça. Je vous le dis parce que c'est par expérience. Union a déjà plusieurs fois joué les équipes maghrébines. Donc c'est pourquoi je vous le dis. Ce qui se fait, c'est que lorsqu'on change de Coton, on inverse aussi la luminosité. Ah, effectivement. Voilà, on inverse la luminosité. Donc, à chaque fois que vous attaquez dans un coin, d'un côté, on vous met la luminosité un peu plus plein. Donc, il y a ces petits jeux de triche. Et c'est pour ça que peut-être il faudrait qu'on professionnalise notre championnat et qu'on passe aussi à des matchs en nocturne. Parce que c'est très compliqué pour des joueurs. On pourrait également demander à jouer au match retour la nuit à Yaoundé. Au stade Omsoir de Yaoundé, on peut jouer en nocturne. Coton Sport gagnerait à jouer à 15h. Oui, on gagnerait à jouer à 15h. Ils sont habitués à jouer. Ils sont habitués à jouer en nocturne. Parce que ce sera plus difficile pour les Égyptiens, puisqu'actuellement il fait très froid chez eux. Et ce match s'est joué à 20h, ce qui est plus difficile pour nos joueurs. Voilà. Déjà sur le plan. Et quand vous mettez à côté de ça, j'ai vu par exemple la finale du Tchad, Maroc, Nigeria. Je vous assure, dans les conditions climatiques que j'ai vécues là-bas, on met cette finale, on reprogramme cette finale 20 fois, le Maroc va battre 20 fois. Je dis, c'était extrêmement pénible, les conditions climatiques. Et quand vous voyez des joueurs nigérians s'exprimer sur le stade, vous comprenez que le poids du climat, quelque part, jouait sur eux. Auxquels ils ne sont pas habitués. Voilà, ils ne sont pas habitués. Donc, il y a ces détails-là aussi qui peuvent justifier cette défaite. Mais ce n'est pas pour dire que, bon, s'ils marquaient des buts, on devait refuser. Encore que ça peut aussi arriver. Vous savez que ça se joue aussi souvent sur ce type de détails. Donc, comme le coach le disait, il faudrait simplement que sur le plan psychologique, Coton se prépare mieux et essaye de monter plus en puissance. Maintenant, pour revenir à New Star, je pense que New Star a su tirer son épingle du jeu. C'est vrai qu'on peut aussi considérer que Al-Ali était à l'extérieur parce que vous savez qu'elle ne peut pas recevoir de match à Tripoli, mais ça reste un match à domicile. Voilà, les conditions sécuritaires ne sont pas bonnes. Donc, New Star a su tirer son épingle du jeu parce que c'est très compliqué. Union de Douala déjà avait rencontré cette équipe par 2 fois il y a 2 ans en aller-retour et ça a été très compliqué pour l'Union de Douala de tenir face à cette équipe. Donc, félicitations à New Star qui a su tirer son épingle du jeu. Maintenant, c'est à eux de faire le jeu
au match retour pour ne serait-ce que conserver l'avantage qu'ils ont su prendre là-bas. Et j'ose croire que l'encadrement technique va suffisamment travailler dessus. Et comme le coach le dit si bien, c'est des joueurs qui, lorsqu'ils ont pris l'avantage, entrent dans le jeu de la poule qui tombe, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Donc il faudra faire attention à ce genre de scénario. Il faudrait pas aussi que nous, ça se mette beaucoup de pression. Parce que si vous remarquez bien, je prends un exemple du match Zamalek-Union, c'est parce que Union s'était beaucoup mis la pression que Union a perdu son match au match aller. Donc, je vais monter. Après, ils doivent vraiment jouer de manière décontractée et se dire c'est un match de football, on le joue comme on l'a joué à l'aller. Avec toute la lucidité nécessaire. Après ce but précieux inscrit à l'extérieur, quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour New Star au match retour à domicile? Bon, ben, pas déjà il ne devrait pas se prendre la tête, hein. Donc il faut oublier déjà ce match. Il faut oublier ce match, il faut dire que c'est un autre match. Et il ne faut pas qu'ils se prennent la tête, il ne faut pas qu'ils disent que peut-être depuis 5 ou 10 ans, ils sont le premier club qui a réussi à obtenir un nul à l'extérieur. Non, ça c'est un match à oublier très vite. Maintenant, il faut se concentrer à fond sur ce match-là, anticiper déjà dans les éventuelles stratégies et tactiques de l'adversaire parce que cette équipe viendra avec un plan de jeu, certainement venir attaquer. Ou alors même décider de venir faire semblant de ne pas jouer et procéder par contre. Et ils peuvent arriver, ils laissent 5 personnes derrière, peut-être 4 dans le milieu de terrain, un attaquant qui se balade, on va croire qu'ils ne veulent pas jouer. Et là, on se fait surprendre. Donc, New Star, premièrement, ne devrait pas se prendre la tête. Deuxièmement, il devrait travailler tactiquement aussi pour être capable d'attaquer cette équipe, chercher à marquer sans se découvrir. C'est-à-dire que laisser une défense permanente qui doit veiller dans toute perte de balle, mais une équipe également capable de se déployer et leur faire comprendre qu'ils sont à domicile. New Star, pour moi, n'aura pas trop de pression parce que ce n'est pas une équipe communautaire. Il y a ça qui compte aussi, parce que là où il y a trop de pression, c'est là où tout le village sort. New Star joue à Limbé, il ne joue pas à Douala. Il faut, si vous êtes supporter de New Star, il faut être vraiment un inconditionnel pour partir d'ici et aller à Limbé. Quel que soit le cas, je ne pense pas qu'il y aura 5000 personnes au stade de Limbé. Donc il n'y aura pour moi pas beaucoup de pression, ils vont jouer toujours décontractés. La pression peut peut-être venir de leur présent qui à tout moment crie beaucoup sur le staff technique, il crie sur les joueurs, mais s'il est un peu calme, je pense que ça peut passer. Moi je crois fortement que New Star peut tirer son épingle du jeu. Ils sont, je pense, à 90 minutes plus. Le prochain match, ça va faire combien? 120 minutes d'entrer dans un match de poule. Il faut y penser. Ça fait quand même, je crois, 125 millions de francs. C'est pas rien, c'est pas négligeable. Donc, pour moi, il faut... Ça vous gère carrément la saison, hein, effectivement. Non, effectivement, c'est possible. Il faut que les joueurs rêvent grand. Il faut que les joueurs de New Star rêvent grand, pas les dirigeants. Parce qu'à ce niveau-ci, les joueurs devraient être plus ambitieux que les dirigeants. Ça doit être leur affaire. Qui ne se contentent pas à dire, oh, nous, on a déjà fait 2 matchs, ça s'est bien passé, on veut de l'argent. Parce que 6 ans... C'est le joueur quand même qui a dans son CV d'avoir joué un match de poule. Effectivement, vous avez compris. Voilà où il devrait plus être motivé. Il y a une automotivation qui devrait venir des joueurs. Et si ces joueurs sont motivés, même les coachs n'auront pas beaucoup travaillé. Ils n'auront pas beaucoup travaillé. Donc moi, je pense que le public camerounais devrait pousser parce que c'est une occasion ou jamais d'essayer de redorer le blason. Et là, je profite pour peut-être vous relancer sur le prochain conducteur, que la FECAFOOT s'investisse à fond derrière cette équipe de New Star afin qu'elle puisse, parce qu'elle a plus de chances pour moi que peut-être Coton Sport. Qu'elle s'investisse à fond parce que ça peut être pour eux une occasion, à peine installée à la FECAFOOT, voir une des équipes camerounaises, bien un des clubs camerounais qui joue les matchs de poule. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger Coton Sport. Il devrait faire la même mobilisation, les encourager, mais je pense que New Star a un peu plus du but que Coton Sport. Parlons justement de la Fédération camerounaise de football. La cérémonie de passation de service prévue ce lundi a été différée à mardi. La cérémonie aura lieu au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé-Sédou. Bombo Dioya, Sylvain Kwambi et son équipe vont prendre les commandes de la Fédération camerounaise de football. On ne reviendra pas sur le processus électoral tel qu'il s'est déroulé. Il y a une équipe en place qui a des dirigeants. Il y a la FECAFOOT qui a des dirigeants qui ont été nouvellement élus, qui devront faire face à beaucoup de défis tellement les chantiers sont énormes. Effectivement, les chantiers sont énormes et parmi ces chantiers, il y a la grosse division de la famille du football qui semble persister parce qu'on commence à entendre des sons de cloche d'une possible annulation de ces élections avec certains qui sont prêts à aller
devant les juridictions, et je pense qu'ils sont même déjà. Et vous savez qu'avant qu'on aille aux élections, la CCA avait conclu à la non-conciliation. Donc ça veut dire qu'il fallait passer à l'arbitrage. Donc, et quand on arrive à l'arbitrage, c'est argument contre argument. Et après la décision indices, voilà, plusieurs indices peuvent peser à l'annulation de ce processus. Et vous voyez qu'on va encore retomber dans une sorte de doublon. Donc, si on peut évacuer ces cas de juridiction en juridiction, ce sera le premier chantier. Donc, premier chantier de la réconciliation d'abord. Mais comment est-ce qu'elle peut être menée, cette réconciliation? Pour qu'elle soit menée, je pense que pour qu'elle soit menée, il faudrait que tous les acteurs acceptent de mettre de côté leur ego. S'ils acceptent de mettre de côté leur ego et que la nouvelle équipe en place ne vienne pas dans l'esprit de rendre des comptes, ne vienne pas dans l'esprit... Et quand je dis rendre des comptes... Il a tendu la main à tout le monde. Oui, bon. Moi, je ne fonds pas dans les déclarations. Moi, je ne fonds pas dans les déclarations. Et c'est pour ça que vous avez bien fait de dire qu'il ne faudrait pas qu'on rentre dans les dessous. Je ne rentre pas dans les déclarations. C'est peut-être Dombo Mondjoa qui est le président. Mais s'il faut qu'on rentre dans les dessous, on verra qu'il y a beaucoup de comptes qui pourront être réglés dans les jours à venir. Vous savez que le comité exécutif, l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue avant, a rejeté un certain nombre de comptes de l'exécutif précédent. Parce qu'estimant que c'était géré comme une épicerie. Vous avez suivi la déclaration de M. Loga. Donc, sur cette réconciliation. Voilà. Donc c'est pourquoi je dis, ce n'est pas pour dire qu'on ne va pas venir voir clair. Et que si quelqu'un a touché un 5 francs, qu'il ne réponde pas de cela. Quand je dis régler les comptes, c'est que les bagarres qu'on a observées, les tensions, si on peut vraiment baisser les... Qui sont normales dans un processus électoral. Voilà, quel que soit le processus électoral. Oui, qui peuvent être normales, mais lorsque vous voyez jusqu'à quel niveau on est allé, vous comprenez que c'était au-delà des simples tensions. Et donc, après l'étape de la réconciliation, on va maintenant travailler pour le football et le footballeur. Maintenant travailler pour le football. Est-ce que ce qu'on voit là sont prêts à travailler pour le football? Il faudrait qu'ils nous le démontrent, parce qu'il ne suffit pas de dire. Il faudrait qu'on le voit, le football jeune en lambeau, le football féminin est pratiquement inexistant. Le championnat camerounais, on ne sait pas de quel côté il va. Les chantiers sont tellement énormes. L'administration de la FECAFOOT elle-même, qui est pratiquement à refaire. Vous voyez à quelle vitesse se font les licences. On ne sait pas quelle est la période hivernale ou alors du mercato, parce que bon, on n'a pas l'hiver ici. Quelle est la période du mercato, des décisions de juridiction de la FECAFOOT qui ne sont jamais appliquées. On voit des membres qui subissent des injustices. Je ne voudrais pas revenir, vous avez dit, je prends un peu par exemple le cas de Bamboutos. Donc il y a beaucoup de choses qui se font qui démontrent qu'on n'a pas une fédération structurée, on n'a pas une fédération sur le plan administratif qui est forte. Et cela a un impact sur tout ce qu'on vit de négatif, de catastrophique dans le vécu du football. Donc le premier chantier après la réconciliation des acteurs, ce sera la réorganisation administrative de la FECAFOOT afin qu'elle devienne une institution forte au lieu d'avoir des hommes forts. Et dès qu'on a réussi à avoir une institution forte, le reste, que le développement du football jeune et tout, ça vient, ça va couler comme de l'eau. Mais tant qu'on n'a pas une institution forte, il sera très compliqué. On va toujours vivre ces affaires où à 10 heures, un joueur joue avec 12 ans, à 14 heures, vous le retrouvez dans un autre club. Avec 18 ans, le lendemain, vous le retrouvez dans un autre club. Donc, un seul joueur en une saison peut jouer dans 6 clubs avec 6 noms différents et 6 âges différents. Et c'est la même FECAFOOT qui produit les licences. Donc il faudra saisir tout cela, remettre de l'ordre dans cela. Et après, il faudrait qu'on arrête de nous faire croire au Cameroun que ce ne sont que les mêmes visages qui peuvent gérer le football. Ailleurs, avez-vous vu que ça se faisait autrement? À la FIFA, l'équipe Black est partie, c'est les mêmes qui sont revenus. À la CAF, Issa Hayatou est parti. Ce sont ces lieutenants directs qui ont pris le pouvoir. À la Fédération ivoirienne, le président Kakou était parti, celui qui a arrivé de son équipe, c'est les mêmes finalement. Vous irez chercher les acteurs aussi, ce n'est ceux qui sont là. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ne faites pas croire que ce ne sont que les acteurs qu'on voit là qui sont là. Je pense que vous êtes dans le littoral, vous connaissez beaucoup d'acteurs de football et que vous ne voyez ni de près ni de loin proche de l'administration, pourtant qui ont beaucoup de compétences. Je pense que si vous allez dans le sud, il y a beaucoup d'acteurs. Si vous allez à l'ouest, il y a beaucoup d'acteurs. Mais
tous ces visages qu'on voit, je pense que depuis plus de 10 ans, il ne me semble pas que vous ayez vu un seul visage. Qui ne sont pas les visages qu'on nomme, hein, c'est qui arrivent là à la faveur d'un processus électoral. C'est pourquoi on peut aussi poser la question sur la volonté véritable de ces présidents de club assortis de l'auberge. Joseph Monté, le football jeune, football féminin, football professionnel, futsal, beach soccer, il y a tellement de choses à faire dans le football camerounais pour cette nouvelle équipe de la FECAFOOT. Oui, moi je vais demander à cette équipe de ne pas trop s'appesantir sur la réconciliation parce que ce n'est pas tout le monde qui a reçu le mandat qu'ils ont reçu. Ceux qui ont perdu ont perdu. Et tel que moi j'ai vu ces élections, le déchirement est profond. Je pense que ceux à qui on va tendre la main ne viendraient pas parce qu'il y a une grosse trahison. Et venir s'associer à ceux-là, c'est de faire avec quelqu'un qui peut-être vous a donné sa parole jusqu'à peut-être moins de 30 minutes. Vous étiez en train de travailler ensemble, vous avez l'impression, vous avez la conviction que Sylvain va voter pour vous, ou bien Sylvain va mobiliser 15 personnes pour voter pour vous. Et à moins de 30 minutes, vous vous rendez compte que tout a basculé. Quand on vous appelle à ce que vous avez perdu, à venir vous associer, à venir vous associer à une personne comme celle-là, à travailler, la réconciliation pour moi, elle est très difficile. Et donc, mis de côté la réconciliation. Mis de côté la réconciliation, il faut regarder les chantiers. Il faut aller priorité par priorité. Pour moi, le premier chantier, c'est d'abord de voir clair avec la CAF. Parce que cette histoire de CAN va déterminer beaucoup de choses pour la suite. Ce n'est pas terminé avec la CAF. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un communiqué du gouvernement. Aujourd'hui, le Cameroun ne sait pas, elle sait déjà qu'elle ne va pas organiser 2019. Mais au moins, qu'on ait l'espoir que, en commençant le prochain championnat, on commence, ou bien en commençant le mandat, on commence en préparant 2021. Ça pour moi. Et quid de la Côte d'Ivoire? C'est le premier chantier. Si on n'a pas 2019, on n'a pas 2021. Qu'on le sache. Il faut qu'on le sache. Pour moi, c'est le premier chantier. C'est pas terminé avec la CAF. Une nouvelle candidature après 2023. Effectivement, il faut que la FECAFOOT, son premier chantier, c'est aller vers la CAF pour essayer de voir plus clair dans cette affaire. Deuxièmement, pour moi, il y a le championnat local. Le championnat local, c'est de réconcilier les membres de la Ligue de football professionnel. La Ligue de football professionnel, c'est une émanation. Vous ne pouvez pas dire quelque chose son contraire, coach. Je vous en prie. Vous avez dit qu'on met de côté la réconciliation et que... Donc, vous voulez qu'on aille réconcilier qui a la Ligue de football professionnel. Je vous en prie. Vous refusez qu'on réconcilie à la FECAFOOT, mais vous voulez qu'on réconcilie à la Ligue de football professionnel. La FECAFOOT a un mandat. Il semble dire qu'il y a plus urgent que la réconciliation. Pardon? Il y a plus urgent que la réconciliation. Justement, il y a plus d'urgence. Il y a plus urgent que la réconciliation. Plus urgent, c'est quoi? C'est de convoquer, rencontrer le président de la Ligue de football professionnel. Si possible, le rencontrer, ensemble peut-être avec le ministre. Et voir plus clair, il faut que le championnat démarre. S'il y a les choses sur lesquelles on peut faire plier le général, qu'on le fasse. Si on ne peut pas, ça veut dire qu'on aura une année blanche. Parce que les conséquences seront là. Si on a une année blanche, on n'aura pas de représentant pour la compétition qui suit. Pour la saison prochaine, ça c'est clair. Et la CAF ne connaît pas. La CAF ne connaît pas la Ligue. La CAF ne connaît pas la Ligue de football professionnel. C'est pas la faute du général ou permettez-moi, de qui. La CAF ne connaît pas la Ligue de football professionnel. Hein. La CAF connaît la FECAFOOT. Donc si on ne joue pas, on a saison blanche au Cameroun. On n'aura pas de représentant pour l'année suivante, pour les compétitions à venir. Et il va falloir que ce championnat se joue afin qu'on essaie de rattraper le temps perdu par rapport au calendrier international. Et Djing a déjà payé le prix cette saison. Hein. Claire. Après la Ligue de football professionnel, il faut bien qu'on ait une ligue de football féminin, plus une commission. Nous avons assez de joueuses au Cameroun. On a assez d'équipes. On a assez d'équipes dans les 10 régions. On peut avoir minimum 8 équipes par région au Cameroun pour jouer, pour composer une ligue de football féminin. Après la ligue de football féminin, il y a le football jeune. Ça, c'est là le serpent de mer. Parce qu'on nous dit que la jeunesse est le fer de lance d'une nation. Mais on tue la jeunesse. C'est pas possible. C'est pas possible que nous puissions jouer au football au Cameroun et ignorer carrément. Des adultes jouent, on reporte les matchs, on télévise les matchs, on commente les matchs. Et nos enfants ne jouent pas. C'est pas possible. Donc si on est capable de mettre des responsables assez forts, assez importants, dans les commissions de football jeunes qui sont capables de faire jouer 10 000 jeunes au Cameroun chaque semaine, je suis sûr que sur 2 ans ou 3 ans, nous aurons l'élite
Après ça, maintenant, les commissions décentralisées, futsal, les structurer et tout. Et l'heure de l'homme de la vie, hein, parce que ces commissions... Non, mais quand je dis... Ces disciplines-là sont carrément inexistantes. Quand je dis les structurer... C'est pour ça que je vous disais, il faut à tout prix passer par la réconciliation. Je vous prends un exemple. Tous ceux qui s'essayent par leurs propres moyens, sans attendre beaucoup de la fédération, à faire jouer le foot jeune. Vous avez vu comment on les a sacrifiés à l'autel des intérêts égoïstes. Je vous prends l'exemple dans le littoral. Il y a un jeune promoteur que vous connaissez très bien, à qui on a quand même attribué des faits de corruption parce qu'il y avait une question d'élection. Donc vous voyez juste, c'est pour ça que je dis, vous voyez jusqu'à quel niveau. Si ces faits de corruption étaient avérés. Mais quel est le rapport qu'on vous a montré qui démontrait ce fait de corruption? C'est ça le drame. Il ne s'est jamais attaqué à ceux qui... Non, après, vous allez... Bambouto 7000 fois attaqué, est-ce que ça a changé quoi son sort? Pourtant, c'est l'une des plus grosses injustices que le football camerounais ces 10 dernières années a connu. On va avancer puisqu'on se rapproche de la fin de cette émission. On attendra donc, comme un maçon au pied du mur, Seydou Bobo et son équipe qui seront jugés sur la base de ce qu'ils apporteront à la Fédération Cameroun de Football. On le rappelle, cérémonie de passation de service entre le comité de formation de l'Africa Foot et le nouveau comité exécutif. Ce sera ce mardi au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Nous parlons tout à l'heure des clubs camerounais qui étaient en déplacement durant le week-end. Des nouvelles faisaient savoir que Bamboutos de Bouddha avait un voyage à Mongomo en Guinée équatoriale pour un match amical. Je vous pose la question parce qu'en tant que journaliste, vous suivez de très près l'actualité de plusieurs clubs parmi les clubs. Je peux vous confirmer que, à la demande des responsables d'Ambotos, j'ai été de cette délégation qui est partie du Cameroun et qui est arrivée à Mongomo. L'équipe est partie vendredi. C'est vrai que vous savez qu'avec les questions sécuritaires, l'équipe n'a pas pu entrer ce même vendredi. Donc, le président de Futuro Kings a donc jugé bon de loger l'équipe d'abord à Kiossi, à la frontière, dans un hôtel, le plus grand hôtel de là-bas. On a découvert qu'il y avait beaucoup de bonnes choses là-bas. Et le lendemain, donc, après que les formalités aient été remplies, l'équipe est donc arrivée à Mongomo, pris en charge entièrement, il faut le rappeler, par l'équipe de Futuro. Donc, tout était programmé. Le match, tout d'abord, avait été programmé pour 15 h, mais compte tenu d'un certain nombre de dispositions protocolaires, on a dû renvoyer le match en nocturne à 19 h. Et après, on a vu le président de Futuro revenir et expliquer un certain nombre de dispositions sécuritaires qui voulaient encore qu'on décale le match. Et vous savez, tout cela, c'est pas toujours du goût dans la préparation. Le coach sait de quoi je parle. Donc, face à ce énième report de l'heure, et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'était pas de la volonté du club Futuro, qui a jusque-là été très professionnel dans sa manière non seulement d'accueillir son hôte et d'organiser l'événement. Malheureusement, il y a d'autres dispositions. Ça, je pense, c'est un problème en interne qui n'a finalement plus permis que le match se tienne non seulement à l'heure prévue, et ils ont donc pris toutes les dispositions pour que l'équipe rentre, avec promesse justement de reprogrammer. Donc le match n'est pas annulé, il est reprogrammé. Non, le match n'est pas annulé, il est reprogrammé. Et je puis vous dire que les échanges sont déjà faits avec les responsables de Bamboutos, qui ont eu confirmation de ce que le match se jouera le week-end prochain. Et les dispositions sont en train d'être prises pour que le club Bamboutos de Bouddha quitte le Cameroun jeudi prochain en direction de Malabo, puisque finalement on a jugé bon de délocaliser le match du côté de Malabo. Donc j'ose croire que au regard de ce qui se dessine, peut-être une question sécuritaire a été évoquée, même si nous ne l'ont pas dit. Déjà leur communiqué a été très clair, et tout de suite Bamboutos aussi a rédigé un communiqué pour assurer justement ses supporters et l'opinion nationale et internationale que le match n'a pas été annulé, mais a simplement été reporté. Et donc l'équipe va donc atterrir jeudi à Malabo, au regard pour jouer le week-end probablement. Voilà, pour jouer le week-end. Donc on a donc jugé bon de délocaliser le match à Malabo. Au regard de cela, j'ose croire donc que peut-être ces multiples décalages sur le plan de l'heure de cette rencontre étaient peut-être dû à des questions sécuritaires. Et vous savez que il y a de cela quelques temps,
vers cette partie-là, on a échappé. C'était bon à savoir. Voilà, on a échappé belle. On est tout de même heureux de savoir qu'il y a des clubs au Cameroun qui se professionnalisent, aller pour préparer une saison, jouer à l'extérieur, on voit en Europe. Surtout que ce n'est pas le seul match amical avec des clubs. Il y a un autre match qui est prévu, je pense que si les négociations vont bon train. En Angola peut-être non, pas en Angola, au Congo. Au Congo. Voilà. Et vous savez, l'une des meilleures équipes congolaises, le tout-puissant Mazembe. Donc il y a également un match amical qui se prépare. J'espère que les dirigeants vont tout faire pour que finalement ce match est finalement lu. On va parler d'un autre club, la Dynamo Football Club de Douala, qui est un club mythique au Cameroun, mais qui traverse une profonde crise depuis des années. D'abord plongé dans les profondeurs de la division régionale du littoral, Bamboutous a réussi depuis quelques saisons à revenir dans le championnat professionnel, mais arriver en Elite One reste une équation extrêmement difficile au vu des batailles que se livrent les dirigeants du club. On a encore pu le constater durant le week-end. Il y a une faction de la Dynamo de Douala, on va voir les images, qui a tenu une assemblée générale dans la capitale économique du Cameroun. Voilà donc, et au cours de ces assises qui ont permis tout de même de constater qu'il y avait plusieurs absents, notamment ceux de l'équipe dirigée par Isaac Sinkot. Il n'y a que Jean-Louis Bateki a été porté à la tête de cette faction de la Dynamo Football Club de Douala, avec comme vice-président Jacques-Marcel Modimbok, trésorier et vice-président en même temps Jean-Jacques Edimo, secrétaire général André Parfait-Bel, secrétaire général adjoint, responsable de l'administration Alain Diem, trésorier Jean-Jacques Moi, trésorier adjoint Yomke Lenyemek. En tout cas, voilà l'équipe qui va diriger cette faction de la Dynamo Football Club de Douala. Et comme on pouvait l'imaginer, derrière il y a eu la contestation de la faction dirigée par Isaac Sinkot, qui a utilisé clairement ces termes sur Radio Equinox ce lundi matin. Ils ont organisé une assemblée générale pour avoir l'argent des beignets, vu que l'accès était conditionné à quelques billets de 1000 francs CFA. On va écouter Jean-Louis Bateki après l'élection à la tête de cette faction de la Dynamo de Douala. Il est au micro de Raoul Taboufoué. Je pense que tel que nos frères en face agissent, nous allons être obligés d'envisager un feuilleton de procédure judiciaire parce que nous avons été suffisamment rassembleurs, nous avons tenu à ce que Dynamo revienne ensemble. Malheureusement, depuis un certain moment, nos frères veulent nous pousser à ce que nous avons jamais voulu. Nous les respectons, notamment notre frère Sinkot, qui a été quand même l'emblème de Dynamo à un moment donné. Nous serons obligés, naturellement, si les gens continuent à gesticuler, de les traîner devant les tribunaux. Parce que nous sommes dans un état de droit et personne ne peut se croire au-dessus de la justice. Nous avons fait notre devoir, nous avons pris toutes les dispositions pour inviter ces personnalités dont vous parlez. Nous avons les décharges à l'appui, nous avons déposé une invitation à la Fédération camerounaise de football à Yaoundé, à la Ligue de football professionnel et chez Madame le délégué de l'éducation physique et des sports ici. Malheureusement, nous avons été dans vraiment la désolation de constater que ces gens ne sont ni venus, n'ont pas envoyé des représentants. Mais bon, les autorités, elles, nous ayant délivré un récépissé de déclaration de manifestation publique, nous avons tenu notre congrès dans de bonnes conditions. Dans la perspective de ramener le calme et la paix au sein de la famille Dynamo, nous avons pris le soin d'inviter nos frères, entre guillemets, adversaires d'hier, pour que nous venions ensemble et que la famille Dynamo soit retrouvée. Malheureusement, ils ont opté pour la politique de la chaise vide. Vous l'avez constaté autant que moi, l'Assemblée s'est déroulée dans de très bonnes conditions de calme et de paix. On ne peut que remercier le Seigneur pour ça et toute la famille Dynamo qui a été responsable. Jean suit le ballon, passe à David, livraison en métal. Jean passe sur la gauche, l'arbitre siffle et fait faute. David remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui presse un que KMD remporte. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. On va sortir de cette émission. Juste un mot sur la Dynamo de Douala. Vous parliez tout à l'heure de ces problèmes que connaissent les clubs de communauté. C'est le cas pour la Dynamo Football Club de Douala, des années après, un club qui est trentenaire. On en est encore là, des divisions de dirigeants, des batailles juste pour le contrôle du club.
Oui, je veux dire simplement que c'est un spectacle désolant qui nous afflige tous. Mais j'aimerais leur dire de prôner pour la voie de la sagesse. Parce qu'il y a des exemples tels que Panther de Banganté qui était en Elite 1, qui aujourd'hui est en Elite 2. C'est très très compliqué. Un peuple bassa avec des élites, des fils qui ont de la force, de la vigueur, malheureusement n'arrivent pas à s'entendre. C'est désolant. Pour ce congrès, je me pose la question de savoir pourquoi le sous-préfet qui a donné l'autorisation à manifester n'est pas venu. Pourquoi est-ce que les responsables de la Ligue qui ont été saisis ne sont pas venus? Pour moi, ça me pose un problème. Pourquoi est-ce que l'ancienne équipe dirigeante n'est pas venue? Ça pose un problème et tout ça réuni, je pense que c'est pas bon pour le football camerounais. Il y a des nouvelles batailles, il y a des choses importantes à faire pour amener une équipe à représenter valablement, c'est pas quoi, une tribu ou bien une communauté, mais ce n'est pas dans les querelles. On ne peut rien construire de bon avec des querelles incessantes. Non, en un mot comme en mille, je dirais simplement qu'on assiste à tout ce spectacle-là simplement parce que l'autorité compétente a foutu le camp dans la gestion de la cité. On fait comme si dans un pays comme le Cameroun, il n'y a plus de réglementation en vigueur. C'est-à-dire, vous voyez des gens en train de se battre, la moindre des choses, c'est de les interpeller, de leur demander, mais apportez un peu vos textes là. On lit, on fait une interprétation pure et simple. Et dès que l'autorité a donné la voie de conduite, la ligne de conduite, vous rentrez dans votre famille et vous gérez. Vous faites comme si dans une association de quartier, l'État ne peut pas intervenir pour mettre un peu de l'ordre là-dedans. Mais c'est comme ça qu'on vit. Simplement parce que l'autorité a foutu le camp dans la gestion de la cité. L'autorité qui fait jouer ses intérêts. Si vous êtes mon ami de parti politique et que vous êtes en difficulté dans un conseil, on fait tout pour jongler, après on annule, après on laisse la bagarre. C'est pas parce que je veux protéger mon ami parce qu'on se veut justement politique. qu'un congrès qui est organisé par exemple, c'est qui est de la faction opposée avait été annulé carrément. Et l'autorité avait rappelé tout le monde qu'on s'asseye. Donc c'est pourquoi je dis l'autorité a carrément foutu le camp. La politique s'y mêle. La plupart sont des hommes politiciens. J'ai l'intérêt. Voilà, vous avez suivi par exemple pour les élections à la FECAFOOT, un homme politique sorti dit je soutiens tel. Donc vous voyez, bon, c'est pas exclu, mais je dis, au-delà d'un simple soutien, il faudrait que l'autorité s'investisse dans la gestion de la cité et à travers ce type de conflit, saisisse simplement ce qui sert des textes de réglementation de ces différentes associations-là et tranche une fois pour toutes. Sinon, on va participer à ce type de querelle. Résultat de course, on va se retrouver dans une situation où, lorsque le championnat engagé, deux équipes commencent à se battre et ça ne fait pas bon, à mon avis, pour l'image du Cameroun, qu'à chaque fois qu'on veut parler d'un championnat, qu'on renvoie ce type d'image. Merci à vous, cher monsieur, d'être venu en plateau ce soir. Merci à toutes les équipes techniques réunies autour du réalisateur Emos Fongo pour m'accompagner dans la production de cette autre édition de 100% Foot. Merci à vous, chers téléspectateurs à travers le monde entier. Merci particulièrement aux téléspectateurs d'Équité dans le département de la Sanaga maritime, à ceux de Bungen, de Lokbatini, de Dehane, de Sahel, de Mbébé, de Bela, de Nkolo et à tous ceux qui étaient également devant leur petit écran ce soir. Rendez-vous lundi prochain, s'il plaît à Dieu, lorsqu'il sera 21h. Au revoir.